Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool. Alors aujourd'hui, c'est le talk numéro 5. Donc, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis cofondateur de Leeway. Pour faire cette émission, je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Ça va très bien, Thibaut, mais une fois de plus, tu n'as pas dit ce que c'était que Leeway. Oui, exactement. Merci, Pierre. Je vous sens en forme aujourd'hui, tous les deux. Je vous sens de bonne humeur. Hyper en forme. Leeway, c'est une solution de gestion des contrats, SaaS, qui aide les juristes tout simplement à réduire le temps passé sur la gestion des contrats et sur toutes les tâches administratives associées à ça pour consacrer plus de temps aux sujets plus stratégiques, plus structurants pour les boîtes. Voilà, merci pour la perche, Pierre. Est-ce que vous voulez vous présenter tous les deux ? D'accord, allez, je me lance. Donc, je m'appelle toujours Audrey Deléris. Je suis toujours chasseuse de tête depuis plus de 10 ans chez Fed Legal. Je recrute toujours des juristes, des directeurs juridiques, des fiscalistes, etc. Je suis toujours chroniqueuse au sein du Legal Club Sandwich tous les mardis, tous les jeudis. Et puis, j'ai toujours co-créé le premier réseau de juristes dans la tech avec Pierre, ici présent. Et je suis toujours ravie d'être là. Merci. Très bien. Eh bien, donc moi, Pierre Landy, Audrey est toujours là. She's still here. Et pour ce qui est de moi, donc Pierre Landy, je suis avocat, cofondateur de l'alliance ENCO. ENCO, c'est une alliance d'avocats dans les 5 principaux pays européens, Italie, Allemagne, Angleterre, Espagne et France. Et on travaille énormément avec les sociétés de la tech parce qu'on vient tous, les 5 fondateurs de Yahoo, nous ont passé des années. Et en ce qui me concerne en plus, j'ai développé donc une practice de ce qui s'appelle, le nom fonctionne mieux en anglais, je trouve, de executive mentoring. Donc, j'accompagne des directeurs juridiques, des senior leaders dans leur leadership et leur gestion au jour le jour des services juridiques, notamment, dont ils ont la charge. Voilà pour moi, et je vois que notre audience grandit pendant ces premières minutes d'intro. Je pense qu'il y a des gens qui sont habitués et qui nous rejoignent à 12h03 quand on a fini de se représenter à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, un talk exceptionnel. Personnellement, ça m'a passionné. Je sais que Audrey et Pierre aussi, quand on a préparé ça ensemble avec Marion la semaine dernière, on a la chance, l'honneur d'accueillir Marion Bergeret, donc, qui est General Counsel chez Alan depuis 6 mois. Marion, tu as commencé ta carrière par des cabinets d'avocats à Paris et à Londres. Je sais que tu as aussi accompagné dès le début, dans le même temps, des entreprises tech en parallèle de tout ça. Et puis, tu as rejoint le monde de l'entreprise, d'abord chez Snips, qui s'est fait donc racheter par une entreprise américaine cotée, Sonos, donc qui fait des enceintes connectées. J'ai tout bon ou pas? Absolument. D'ailleurs, le rachat, c'était il y a 1 an aujourd'hui. Donc, c'est un peu jour de fête. Ok. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est celui de la transparence et de la responsabilité distribuée chez Alan. Bon, on connaît tous la culture d'entreprise de Alan. On va dire quand même un mot dessus pour présenter le contexte à tout le monde. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est justement l'impact de cette culture sur l'équipe juridique et sur ta vision aussi du juridique en interne. Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être pour commencer sur la culture, Alan? Oui, bien sûr. Donc, Alan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première mutuelle 100% digitale. C'est aussi la première mutuelle qui a reçu un agrément en France depuis plus de 30 ans. Donc, c'est une équipe qui s'est lancée là-dedans il y a 4 ans. Et en plus de faire vraiment vœu de disruption et d'innovation dans un domaine assez sclérosé qui est le monde de la mutuelle santé, l'équipe de fondateurs a aussi très tôt voulu avoir une culture d'entreprise forte.
est assez, disons, théorisé dès le départ. C'est-à-dire qu'ils ont très tôt écrit des choses, mis tout ça mis des mots sur tout ça plutôt que de laisser peut-être la chose grandir de manière organique. Et donc, ça donne une entreprise assez particulière et surtout assez affirmée sur sa culture aujourd'hui, 4 ans plus tard. La culture d'Alan, en fait, elle se démarque par des choses dont on a pas mal parlé dans les médias, notamment l'objectif d'avoir le moins de réunions possible. Donc, on dit qu'on n'a pas de réunion, on prend les décisions à l'écrit. Une autre chose qui marque les esprits, c'est qu'on a une transparence quasi totale dans la boîte, c'est-à-dire qu'on a chacun accès à 100% de l'information tout le temps, notamment sur les salaires, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est relevé souvent. Et puis, 100% des salariés sont… Je t'arrête juste Pardon sur ce point. Quand tout Dis-moi, Pierre. le monde a accès au salaire de tout le monde, tu veux dire que de la réceptionniste au CEO, on voit les salaires absolument dans tous les détails de chaque personne de l'entreprise? Absolument. Non seulement on voit les salaires de chaque personne, mais on a en amont une règle de définition des salaires selon l'impact et l'ancienneté des personnes. Et donc, on a une grille qui permet finalement d'enlever l'élément de surprise quand on découvre le salaire de quelqu'un, puisqu'on peut le déduire assez facilement par l'impact. Donc, c'est un petit peu la valeur que la personne apporte à la boîte et son nombre d'années d'expérience. D'accord. C'est pas un cauchemar, ça, pour un directeur juridique, le jour où tu as des soucis avec un employé, où il y a toutes ces données, transparence, que ce soit les salaires ou n'importe quoi Écoute, non, parce que c'est accepté dès le départ. En fait, tu ne rejoins pas Alan si tu ne comprends pas l'intérêt de ce genre de choses. Et en fait, tout le monde est très rassuré par le côté très objectif et de la chose. Et puis, ça enlève tout un tas d'opportunités d'inégalité aussi, qui sont finalement des opportunités de tous se sentir mieux dans le collectif. Et moins de se battre chacun pour son bout de gras, en fait. Donc, c'est plutôt vertueux. Il y a des choses qui t'ont quand même étonné, notamment lorsque tu es arrivé il y a 6 mois. Tu es passé par d'autres boîtes avant. Est-ce que tu t'es dit, OK, il y a quand même des choses qui vont être particulières à gérer. Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, bien sûr. Moi, quand je suis arrivée chez Alan, bon, j'étais quand même pas loin au niveau culturel. C'est-à-dire, c'est une culture dans laquelle moi, j'ai pu m'inscrire assez naturellement par à la fois l'expérience que j'avais eue en cabinet et la formation à la rigueur qui coïncide vraiment avec la culture d'excellence d'Alan. La culture anglo-saxonne dans laquelle moi, je me suis inscrite depuis toute petite aussi, et puis dans mes études, qui prône un peu ce côté moins perfectionniste, un peu plus scrappy, plus start-up. J'avais passé du temps à San Francisco, j'avais très tôt bossé avec des entrepreneurs pendant mes études aussi, des choses comme ça. Et puis culturellement, c'était un milieu qui m'était familier. Et puis la culture aussi un peu plus importante, plus grosse boîte que finalement la petite startup Snips dans laquelle j'étais avant. Et aussi le fait qu'on tende vers le fait de devenir une encore plus grosse boîte et de scaler, finalement, mon passage chez Sonos m'a beaucoup aidé aussi à voir à quoi ça pouvait ressembler quelques étapes de développement plus loin. Donc, tout ça, j'étais prête à faire la synthèse et puis c'est des sujets qui m'ont toujours animée aussi. Pour autant, quand je suis arrivée, évidemment, je reste juriste et des choses comme la transparence totale sur le principe, forcément, ça fait un petit peu peur. Et on se dit, non seulement, bon, peut-être que les effets qu'il peut y avoir des effets de bord compliqués à gérer, mais aussi, est-ce que tout ça est légal? Qu'est-ce que je vais devoir regarder pour rattraper les choses qu'on a installées alors que c'était pas conforme à la loi même. Et finalement, je dois dire que honnêtement, dès le 2e jour, j'étais rassurée sur tout ça parce que transparence totale, par exemple, c'est pas en fait, ils ont leurs principes chez Alan depuis le début, mais depuis le début, ils sont aussi très intelligents et puis très à l'écoute de
de tout ce qu'on peut de tout ce dont ils se nourrissent en fait. Ils se nourrissent énormément. C'est pas des choses qui sont faites de manière arbitraire au hasard. Et finalement, ils ont réussi à établir ces principes tout en voulant toujours très bien faire. Et très bien faire, ça passe aussi par le fait de ne pas être des voyous, de ne pas être des bullies non plus. J'utilise un peu de franglais, mais de ne pas vouloir forcer les choses. Et finalement, tout ça est à la fois très consensuel et très réfléchi. Et les effets, en plus, en pratique, sont honnêtement impressionnants. Et en pratique, justement, là, tu nous parlais de transparence vis-à-vis des rémunérations des collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui participent au bien-être du coup et au bon fonctionnement justement de la collaboration entre vous tous? Oui, en fait, de manière beaucoup disons beaucoup plus générale, la transparence, c'est le fait de documenter par écrit toutes les décisions qu'on prend. Et en fait, la documentation, elle se pousse plus loin dans le sens où on ne documente pas seulement le résultat d'une décision, on documente même l'ouverture d'une prise de décision, c'est-à-dire comme l'ouverture d'une réunion en quelque sorte. Donc, on va pousser la transparence au point que à chaque fois qu'on m'annonce quelque chose en tant que salarié, par exemple, je peux aller voir les étapes, la réflexion qui a été menée pour arriver à cette décision. Donc, ça, c'est incroyablement puissant comme outil parce que dans tous les aspects, chaque personne qui constate quelque chose peut toujours aller fouiller un petit peu plus loin pour voir un petit peu quels ont été les intérêts qui ont été présentés, qui a collaboré à la décision, et puis derrière, pourquoi l'arbitrage a été fait dans un sens ou dans un autre. Ça rend les décisions très robustes parce que les bonnes personnes souvent ont été impliquées au bon moment, et puis même ex post, on peut aussi revenir et dire, en fait, je crois que vous avez oublié cet aspect, peut-être qu'il faut rouvrir la décision. Et puis, ça permet de communiquer super bien dans la boîte, en fait. Parce que finalement, le jour où moi, je dois onboarder quelqu'un dans l'équipe juridique, par exemple, je vais pouvoir lui faire une sélection des 15 décisions les plus importantes et pour lui montrer à la fois comment on prend des décisions chez Alan, quel est l'historique du statu quo qu'il constate en arrivant, comment on arrive là. Et ça permet d'apprendre beaucoup, mais aussi de ramener, de communiquer, au lieu d'avoir une information échangée one-to-one, qu'on doit ensuite répéter à quelqu'un d'autre, puis élargir le groupe, etc. Là, on est en permanence dans une logique où l'information, elle est disponible pour tout le monde, elle n'est pas lue par tout le monde au moment où elle est créée, parce que chacun a ses priorités et personne n'a le temps de lire tout ce qui se passe dans une boîte, heureusement. Mais si quelqu'un doit en prendre connaissance plus tard, l'information est déjà là. Et personne ne doit passer 1 heure à faire un récapitulatif sûrement partial, incomplet, etc. Des choses qui se sont échangées. Et donc, du coup, pardon. Vas-y, je dirais, il y a combien de réunions, alors je dis pré-Covid, mais physiques chez Alan en une semaine? C'est quoi? C'est 1, 2 dans ta vie? C'est même pas, c'est moins que ça, c'est plus? Alors, ça dépend des métiers, mais pour moi, je dirais que je tourne en moyenne à entre 0 et 3 réunions par jour. Et il y a plusieurs jours dans la semaine où j'en ai aucune. Aujourd'hui, vous êtes ma seule réunion, par exemple. On est ravis. Mais vraiment, on fait tout en asynchrone, en fait. Et je peux vous dire qu'à la fois, vous êtes ma seule réunion aujourd'hui et que j'ai déjà collaboré sur 4 décisions depuis que j'ai commencé à travailler ce matin. Alors justement, comment vous collaborez en interne concrètement? Si vous ne parlez pas à l'oral, il faut se parler par écrit, j'imagine. Comment ça se passe? On a adopté, si tu veux, des outils où on a un peu normé notre comportement sur chacun de ces outils. Donc, on s'est mis d'accord sur des règles d'utilisation et sur quel outil était le plus approprié pour quelle interaction, en fait. Donc, on a 3 outils principaux qui participent à ça. Le premier, c'est Slack. Slack, c'est un outil disons, un peu de messagerie instantanée, mais en même temps qui a vocation à pouvoir communiquer en groupe
selon des thèmes organisés dans des chaînes, en quelque sorte. Et Slack, on veut que ça soit limité soit à disons, à des interactions ponctuelles, soit des annonces, des communications un peu comme sur la place du village, disons. Et donc, on ordonne un peu les chaînes qu'on suit les uns les autres, avec certaines chaînes qui sont à lecture obligatoire, comme la chaîne qui comporte les annonces qui doivent être lues par tous les collaborateurs. Il y a des annonces plus ou moins importantes. Les plus importantes, on va les poster dans cette chaîne qui doit être lue à tout moment. Ensuite, on a un outil qui s'appelle GitHub, qui est en fait au départ un outil de code, de développeurs, de collaboration sur le développement de logiciels, en fait, qui permet à plusieurs développeurs d'écrire ensemble du code et que leur code fonctionne ensemble et soit publié dans la même base ensuite. Nous, on l'a détourné très tôt pour en faire un outil dans lequel on prend des décisions et on sauvegarde ensuite la conversation par laquelle on a pris une décision. Et c'est un outil par lequel on peut collaborer de manière asynchrone, comparé à Slack qui est plutôt synchrone. Dans GitHub, on va ouvrir une discussion, ça s'appelle une issue dans GitHub, et la personne qui ouvre la discussion est celle qui a besoin que la décision soit prise et qui va la cadrer. Cette personne va du coup poser la problématique, transmettre les informations qui sont à son avis nécessaires pour contexte autour de la décision, et puis faire une proposition, dire voilà comment j'imagine que cette décision pourrait être prise, et voilà les questions que j'ai pour chaque personne que j'implique dans la décision pour m'aider à prendre cette décision. Donc, il va vraiment nommer entre 2 et 10 personnes dont il a besoin de la contribution. Et puis, ces personnes, on va leur donner une deadline. On va leur dire je compte fermer cette décision dans 4 jours. Et donc, ces personnes ensuite contribuent pendant ces 4 journées-là. Et à la fin, la personne qui a ouvert la discussion rassemble les contributions, les synthétise, soulève d'autres questions s'il faut en cours de route, mais ensuite va publier une conclusion à cette décision. Et cette conclusion, on veut absolument la documenter parce qu'elle devient finalement notre nouvelle norme. Et cette conclusion, on la retranscrit dans notre base de knowledge. Donc, c'est notre 3e outil qui s'appelle Notion et dans lequel on documente toute la manière de fonctionner d'Alan. On veut que ça soit vraiment l'endroit où n'importe qui peut chercher n'importe quelle information dont il a besoin et de manière autonome la trouver et puis du coup qu'on n'ait pas à lui répéter. Voilà. Et dis-moi, quand on avait préparé cet entretien, il y a un truc qui m'a fasciné et j'ai partagé pour tout le monde les outils que tu as mentionnés, Marion. Mais en termes de accountability, parce qu'on a parlé de transparence, mais il y avait un autre élément, c'est accountability, c'est vraiment posséder ses décisions. Tu m'as dit, mais ça va jusque dans les contrats où un jour on t'a challengé en disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que 5 personnes dans la boîte qui signent les contrats? Et tu as le CEO qui challenge le directeur général en disant, mais moi, je veux que tout le monde signe son propre contrat. Tu peux nous raconter ça? Oui, bien sûr. Justement, donc, un des gros chantiers que moi j'ai mis en place quand je suis arrivée, c'est la contractualisation au sein d'Alan. Donc, tous les types de contrats qu'on peut signer, du contrat de logiciel où on veut que nos équipes d'ingénieurs puissent choisir les outils avec lesquels ils fonctionnent, ou intégrer des solutions dans notre app sur lesquelles notre business dépend, jusqu'au contrat fournisseur pour le bureau, en passant par des contrats de partenariat au niveau de notre structure d'assurance, ou de la collaboration sur de la communication, la fourniture d'autres services de growth, de lead generation, des choses comme ça que toutes les boîtes font, tous les contrats. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de contrat, de process en place. C'était un petit peu à qui avait l'initiative de solliciter quelqu'un de plus senior pour un peu revoir le contrat sur lequel il travaillait, ou d'autres personnes qui ne réalisaient même pas qu'ils signaient des contrats quand ils acceptaient des terms and conditions, par exemple. Donc, dans l'esprit toujours de ce qu'on appelle l'ownership distribué, donc la responsabilité distribuée chez Alan, on ne veut surtout pas que ça y est, une juriste qui est arrivée chez Alan, on va faire passer tous les contrats par cette personne qui, par ailleurs, n'a pas une bande passante illimitée et dont l'équipe n'a pas vocation forcément à s'agrandir urgemment non plus, en tout cas au niveau qu'il faudrait pour que chaque contrat soit revu.
Et en fait, ça crée un challenge de pragmatisme parce qu'il va falloir prioriser entre les contrats et puis établir dans la tradition d'Alan des espèces de règles réplicables pour dire quels contrats doivent être revus ou non par le juridique. Mais surtout, on a mis en place des guidelines, des process, des ressources d'éducation, de training pour que chaque personne chez Alan puisse déjà s'engager dans la lecture d'un contrat. Mais non seulement on veut qu'il puisse le faire, mais on exige qu'il le fasse. C'est-à-dire que la responsabilité distribuée, ce n'est pas juste une liberté, c'est réellement une responsabilité. On n'est pas là pour avoir des product managers qui n'ont jamais ouvert le code de la santé, par exemple. On veut que ceux qui créent des produits d'assurance maîtrisent les règles du droit des assurances aussi. Et du coup, on veut qu'un ingénieur sache aussi quelles sont les clauses les plus importantes dans les TNCs d'une solution logicielle, d'un outil d'emailing qui souhaite intégrer dans le stack d'Alan. Tu dois faire rêver, Donc ça, déjà, tu dois faire rêver un nombre incalculable de directeurs juridiques, notamment qui sont tous seuls dans leur poste, parce que ce que tu décris, c'est le fait que tous les contrats passent par le directeur juridique, que le directeur juridique doit être le garant du code des assurances, du code de la santé, de tout. C'est l'espèce de cauchemar de tout juriste qui est seul. Et vous avez, semble-t-il, crack the code. Et je vois que Stéphane nous dit, mais quel programme d'éducation, comment est-ce que, j'imagine qu'il y a du travail d'éducation, de training interne, et voire même peut-être les profils que vous recrutez en amont pour arriver à ce résultat? Bien sûr. Alors, tu as tout à fait raison. Je pense sur le recrutement, on fait vraiment très attention au fit culturel dans le recrutement et un des impératifs, c'est que ce soit des personnes qui sont à la fois portées vers l'excellence, mais qui sont aussi ce qu'on appelle scrappy, qui sont des généralistes en quelque sorte. Par exemple, nos ingénieurs sont tous full stack. On ne veut pas trop de spécialistes parce qu'on ne veut pas créer de silos. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je suis la legal community chez Alan, mais en fait, chaque Alaner va devenir un membre de cette communauté juridique. C'est des profils qui ont envie de pouvoir être responsables de leurs décisions. Et à l'inverse, on érige cette règle chez Alan et du coup, on peut se l'opposer ensuite aussi. Donc, c'est fair game quand on est chez Alan. Si on remarque que quelqu'un a peur de s'engager deep dans un sujet, c'est-à-dire de creuser un peu le truc juridique parce que c'est le juridique, on va pouvoir lui dire attention, ça, c'est pas tout à fait conforme à nos valeurs. Tu es trop timide tu devrais prendre ce contrat à bras-le-corps parce que tu as un esprit aussi capable que le mien pour te l'approprier et c'est ce qu'on attend de toi d'ailleurs. Et ça c'est un autre point indispensable qui va avec tout ça, c'est une culture à la fois du feedback et de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne se repose jamais sur ses acquis, on n'a aussi jamais d'ego mal placé et on se donne du feedback en permanence. Donc, moi-même, quand je crée un process pour revoir des contrats, mon premier réflexe, c'est que derrière, les premiers utilisateurs de ces guidelines, de ces process, je prends leur feedback. Je leur demande, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a semblé proportionné? Et quelles sont tes suggestions pour l'améliorer, en fait? Et c'est ça qui te permet justement, en fait, d'inculquer aussi un peu une culture juridique en interne auprès des différentes personnes, au-delà de du profil des personnes que vous allez recruter. Toi, tu as aussi mis ça en place pour justement un peu diffuser le juridique dans la boîte. Ouais, après, franchement, c'est pas facile, hein. C'est un travail de tous les instants et c'est un peu mon plus gros chantier depuis que je suis arrivée, c'est diffuser la culture juridique.
faire comprendre à quoi on peut servir et surtout comment le juridique va pouvoir accélérer des décisions. Ce qu'on dit toujours justement chez nous, c'est le juridique est là pour clarifier la ligne rouge, qui est notre ligne dont on veut se rapprocher le plus possible. Donc finalement, on va permettre aux gens de prendre des décisions mieux informées, plus qualitatives et finalement aussi plus rapides. Donc vraiment, c'est l'inverse d'un ralentisseur, d'un bottleneck, etc. Il faut accepter évidemment de ne pas avoir le contrôle. Et ça, dans les esprits de juristes, ça peut être aussi un petit peu compliqué à assumer. Mais moi, je me dis toujours, finalement, il y a 6 mois avant que j'arrive, ça aurait été pire. Donc là, de toute façon, même si les choses passent entre les mailles, disons, de ces process, collectivement, la qualité des décisions qu'on prend, elle est améliorée. Et ça, c'est un autre angle. 80% des contrats, ils ne sont peut-être pas idéaux, mais de toute façon, ça passe et ça suffit par rapport à l'état de la situation où on est Alan aujourd'hui à 250 salariés, etc. Et puis les 20% les plus stratégiques, eh bien, ils vont arriver, de toute façon, ils vont remonter. Et j'imagine que vous allez vous adapter au fur et à mesure. J'imagine qu'Alan a 250 avec les salaires transparents chez tout le monde qui décide du contrat, prend ses décisions. Ça ne sera peut-être pas le Alan à 3000 personnes. Enfin, c'est un procès évolutif, j'imagine. Absolument, c'est non seulement un process évolutif, c'est un alignement de… En fait, c'est ça qui est très, très, très challenging quand on est juriste. C'est qu'on est recruté pour mieux définir le risque dans une boîte qui a un très grand appétit pour le risque. Alors, le vrai challenge, c'est voir ce que ça veut dire pour le juridique d'avoir le même appétit pour le risque que le reste des métiers. On ne veut pas être la police, on ne veut pas être la barrière, on veut plutôt montrer des chemins possibles, on veut plutôt montrer des voies plus pratiques, des choses qui vont permettre sur le long terme, voilà, des investissements à faire et puis partager un petit peu d'expérience. Mais du coup, le réflexe, ça va toujours être de dire voilà comment on peut faire ça. Plutôt que je vois tel et tel risque de faire ça. Et ça, je pense, c'est un super exercice et je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment l'idéal de tout juriste en entreprise. C'est de commencer par oui et puis de voir les upsides en évitant de trop mettre en avant les downsides qui, forcément, nous, les risques, on les a identifiés dans notre tête de juriste pour pouvoir donner un conseil, mais on va éviter d'en faire l'objet focal, en fait. Et ensuite, voilà, ce que je voulais dire aussi, Pierre, pour répondre à ta question, il y a un autre principe chez Alan qu'on édite tous la boîte. C'est-à-dire on est tous responsables d'améliorer en permanence la manière dont on fonctionne et de prendre en compte de nouvelles informations, de nouvelles réalités. Et c'est vraiment une exigence et un challenge de ne jamais se reposer sur quelque chose qui a été fait même il y a 3 jours. C'est tous les jours et c'est vraiment la plus grosse exigence, je pense, chez Alan. On est tous collectivement responsables que au niveau de la société de Alan entier, les choses soient faites de la manière la plus qualitative possible. Merci Marion, c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait faire 3 ou 4 heures sur tous ces thèmes. On a plein de questions en plus, donc ça a l'air de beaucoup vous intéresser. On va garder ces questions-là, on va y répondre juste après les chroniques de vos chroniqueurs préférés. Mais merci Marion, c'était super. Je vous en prie. Jingle, Pierre. Jingle, ça c'est mon moment. Get the fever. Get the fever, Audrey. Merci, j'aime toujours autant ce jingle, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de recrutement et de culture d'entreprise. C'est fortement lié, évidemment, et Marion nous a un petit peu parlé. Donc, pourquoi rejoindre une société? Évidemment, pour un périmètre de poste, pour une rémunération, évidemment, pour une évolution possible, pour la notoriété d'une société, pour des gens aussi, bien sûr, mais également pour les valeurs et une culture d'entreprise. C'est évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. En fait, quand vous allez en recrutement, vous, juristes, il faut évidemment vous poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec ces gens-là? Est-ce que je me reconnais dans la façon de travailler qu'ils ont? Et c'est très, très important.
important. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, évidemment, et si les manières de travailler sont compatibles. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut vraiment faire attention à ça en amont. C'est pour ça que je prône toujours la sincérité et côté entreprise et côté les juristes candidats. Être sincère tout le temps. Alors, côté client, ça veut dire quoi? Donc mes clients côté société, c'est donc nécessaire d'exposer clairement comment ça se passe au sein de la direction juridique. Donner envie, c'est important. Faut vraiment vendre sa société, évidemment, vendre sa direction juridique, tout en étant transparent. Être transparent, ça veut aussi dire qu'il y a des choses parfois à améliorer, donc être transparent dessus. Alors, il ne s'agit pas non plus de dépeindre un tableau tout noir, parce que parfois j'ai eu des clients qui sont allés un peu trop loin, et donc les gens n'avaient pas envie de les rejoindre, donc c'était un petit peu dommage. Donc attention à ça, donner envie tout en étant transparent. Donc, et c'est même une chose qu'on voit, qu'on perçoit même quand on entre dans les locaux d'une société. Alors quand je dis environnement de travail, je pense pas forcément baby-foot. Il n'y a pas que ça, même si chez Fait Légal on a un baby-foot et c'est génial. C'est aussi la façon dont on évolue dans l'entreprise. Voilà, je me souviens d'un client où moi je suis entrée, il y a même la dame de l'accueil qui était hyper sympa, elle appelait les gens par leur prénom. Ça faisait 20 ans qu'elle travaillait là, c'était hyper chaleureux, on aurait dit une famille. Et il se trouve que les gens que j'ai recrutés pour cette société ont été super contents par la suite. Et voilà, c'était hyper important pour eux et important pour moi de le leur dire. Côté ensuite juriste, restez vous-même, c'est-à-dire que voilà, il ne s'agit pas de surjouer un entretien, soyez juste vous-même pour savoir s'il y aura justement compatibilité entre vos valeurs et celles de l'entreprise. Vaut mieux se rendre compte en amont que lors de la phase de recrutement, a posteriori, quand vous allez être recruté par la société. J'ai quelques exemples très rapidement, après je laisse la parole à Pierre. Éléments du coup négatifs, voilà, quand il n'y a pas matching, je me souviens d'un responsable juridique en pharma qui avait un profil parfait, mais qui n'a pas du tout été en adéquation avec les valeurs de l'entreprise chez ma cliente, donc il n'a même pas passé le stade de l'entretien. D'un juriste M&A qui était parfait aussi, mais qui n'a même pas dit bonjour à l'assistante de la directrice juridique, c'est très très mal passé. Oui, ça arrive, Pierre, je vois ta tête, du coup, c'est arrivé, donc c'est vraiment dommage. Et puis, voilà, l'idée, c'est d'avoir évidemment une correspondance avec les valeurs. Enfin, des exemples beaucoup plus positifs, je vais m'accéder là-dessus. Je me souviens d'une fiscaliste qui était hyper spécialisée et elle était en fait tellement en adéquation avec les valeurs de l'entreprise que mon client lui a donné sa chance en disant « Ok, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais on va donner sa chance » et elle est restée quelques années et a élargi son scope de compétences. Et aussi une juriste compliance qui était en souffrance aux frais de sa direction juridique. Elle a rejoint mon client parce que c'était juste bienveillant et du coup plein de bonne humeur. Et enfin, une directrice juridique qu'on est venu chercher au sein d'une structure qui n'avait absolument rien à voir en termes de valeurs d'entreprise. Et justement, on est allé la chercher parce qu'elle représentait des valeurs, l'innovation, un dynamisme pour influer en fait sur les process de l'entreprise et ça a marché. En bref, tout ça pour vous dire que rejoindre une société, c'est aussi rejoindre une culture d'entreprise à laquelle il faut adhérer dès la phase de recrutement, d'où l'importance d'être sincère et transparent dès le début, et ce, des deux côtés. Merci, à toi Pierre. Ah, j'ai pas pour mon moment. Voilà. Moi, j'adore le mien. Eh ben, écoute, je vais rebondir. Moi, je vais vous parler de l'onboarding, justement, d'un salarié. Et oui, ben, parfois, je parle de choses un petit peu sérieuses parce que je pense que, voilà, après ce qu'on a entendu chez Alan, c'est très, très important, non seulement la phase de recrutement, mais la phase d'onboarding, c'est-à-dire l'accueil du salarié. Alors, Audrey, on ne s'était pas concerté, mais tu m'as volé, sans le savoir, certaines des premières choses. J'allais vous dire que l'onboarding, ça commence en fait avant que le salarié n'arrive. Ça commence au moment du recrutement, effectivement, parce que s'il est totalement possible d'avoir une diversité de forces dans une équipe, des gens plus techniques, des gens qui ont plus de force de communication, et c'est même encouragé, ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir une diversité d'état d'esprit. Ça, il faut vraiment que l'état d'esprit, les valeurs justement de l'entreprise soient respectées. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier lors de vos recrutements, grâce notamment à nos amis du cabinet Fait Legal, #publicité. Mais plus sérieusement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier dès le début. Alors, pendant le processus de recrutement, on va valider les valeurs, l'état d'esprit. On va s'assurer que le candidat va bien fitter dans la culture d'entreprise. Moi, j'ai un petit truc que je donne toujours, c'est d'emmener le candidat aller au restaurant et de regarder un peu son attitude. Est-ce qu'il dit bonjour au serveur, à la personne à l'entrée, à la personne qui prend son manteau? Est-ce qu'il regarde les gens dans les yeux quand il commande? Ce genre de petites choses, ça va tout de suite vous donner l'état d'esprit du candidat. Certes, il peut être stressé, mais peut-être simplement que, voilà, comme l'exemple que tu as donné, Audrey, il ne va pas dire bonjour à la réceptionniste. Et ça peut être un problème pour vos valeurs.
Donc, une fois que la personne a été choisie, eh bien, il faut l'intégrer rapidement à la culture d'entreprise, et bien d'une part, et à l'équipe de l'autre. Comment le faire? Il y a toutes sortes de façons. Moi, je suis assez pour ce qu'on appelle les Induction Day, les jours d'intégration dans l'entreprise. Bon, vous savez tous maintenant, si vous suivez l'Eagle Club Sandwich, que je suis un passionné de Disney. Vous savez que j'ai commencé ma carrière en étant cast member à Euro Disney, à vendre des billets avec mes diplômes de droit. Eh bien, la première chose qu'on fait chez Disney lorsqu'on arrive, que l'on soit le CEO de la boîte, le nouveau Chief Financial Officer ou le nouveau balayeur, on a une journée d'induction sur la tradition Disney, de la culture. J'ai moi-même été prof de tradition Disney à l'époque, donc c'est vous dire si je la maîtrise. Et eh bien, il fait des tas de choses. Il faut une introduction avec le CEO. Ça peut être une vidéo, ça peut être le CEO qui vient. Quel est le but, la mission de la société? Quelle culture il y a? Quelles sont les clés? Quelles sont les choses importantes dans la société? Comment que les grands départements se présentent? Quelles sont peut-être une visite d'une usine s'il y en a une ou du parc à thème lorsqu'on est chez Disney? Et comment on va finir cette journée d'induction? Peut-être un badge, peut-être un cadeau, peut-être des goodies de l'entreprise, etc. Et idéalement, accueillir le salarié avec son ordinateur, son mail, sa fiche sécurité, toutes les infos dont il a besoin. Le salarié arrive, va se dire, ah ben ok, moi, on m'attendait et les choses voilà, ont été préparées pour moi. Et puis, une fois que le salarié est là, ben, il faut checker régulièrement avec lui pendant sa vie dans l'entreprise en faisant ce que j'appelle des health checks, c'est-à-dire revérifier que le salarié, votre collaborateur, se sent bien, qu'il est toujours en adéquation, que rien ne le surprend dans l'entreprise et faire les ajustements nécessaires. Il faut donc être honnête aussi lorsqu'on recrute. Peut-être que parfois, on va recruter quelqu'un qui ne sera là que pour une période donnée dans l'entreprise. Par exemple, si on recrute tout un paquet de juristes pour faire une IPO, il y a peut-être des possibilités qu'à l'issue de la réalisation de l'événement pour lequel le juriste a été engagé, il ne sera plus là. Et c'est bien de préciser ce genre de choses dès le début dans une sorte de clear contract où on est transparent, honnête avec la personne qu'on engage. Lorsque j'ai fait venir beaucoup de gens chez Ledger, dans mon poste précédent, il y en a certains qui sont d'ailleurs présents ici. À tous, je leur ai dit, vous rejoignez la blockchain. Voilà, je ne sais pas combien de temps cette aventure va durer. Et enfin, il faut être très, très clair que… ah oui, non, une dernière chose, il faut leur faire rencontrer au début des gens positifs. Hein, donc, si vous avez celui qui est toujours grognon dans l'entreprise, ce n'est pas la personne à lui faire rencontrer la première semaine. Choisissez des gens positifs qui vont l'aider à avoir une bonne vision de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, tout ceci n'est possible pour un leader que lorsque le leader en question, notamment de l'équipe juridique s'il en a une, eh bien, maîtrise parfaitement sa vision du succès, c'est-à-dire quelle est la montagne que son équipe va gravir, comment on va gravir la montagne, qui va la gravir, à quel poste, en faisant quoi et quand est-ce qu'on atteindra le sommet. Si vos collaborateurs n'ont pas cette vision, cette clarté et ce deal à accepter, ça va être très, très difficile pour eux de opt-in, pour utiliser un terme juridique, à ce que vous avez à leur proposer. Voilà, donc voilà, des petits trucs pour bien accueillir vos salariés. J'espère que ça vous sera utile. Et maintenant, on passe aux questions pour Marion. Oui, tout à fait. Alors, on a plein de questions. On va essayer de répondre au maximum. Il y a une question intéressante de Léa, notamment sur le conflit qu'il peut y avoir peut-être entre la transparence et les données perso. Marion, qu'est-ce que tu en penses? Ça te parle tout ça? Oui, bien sûr. C'est un sujet que j'adore. Moi, d'ADN, je suis très privacy focused. Justement, chez Snips, c'était vraiment un de nos gros enjeux aussi. Comment on gère ça? Déjà, on gère ça en disant oui jusqu'à ce qu'on trouve une bonne raison de dire non. Et typiquement, le respect de la réglementation sur les données personnelles, des recommandations de la CNIL en matière, par exemple, de RH, des choses comme ça, ont été l'occasion de restreindre l'accès à certains types de contenus récemment, notamment, par exemple, sur la décision qui entoure une séparation avec un salarié, par exemple. C'est des choses voilà, qu'on regarde de près, mais on ne veut pas que ce risque-là nous effraie et nous fasse fermer d'abord par défaut plutôt qu'ouvrir par défaut. Voilà. Ok. Et alors, on a une autre question de Thomas. Merci Thomas pour ta question qui nous demande si toi, tu as déjà mis en place des délégations de signature
ou des procédures en interne, notamment par rapport à ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure sur la responsabilité distribuée? Oui, bien sûr. C'est en cours, ça. C'est une décision qui est en train d'être ouverte justement sur GitHub. En gros, parce qu'une fois que enfin, les décisions ne doivent pas être prises, c'est pas parce que Jean-Charles Samuelian, le CEO, me challenge sur le fait qu'il voudrait que chacun puisse signer en son nom propre chez Alan pour vraiment pousser la responsabilisation jusqu'au bout. C'est pas parce qu'il le dit qu'on le fait automatiquement. On prend le temps d'ouvrir, de contextualiser, de mettre en présence les différentes options. Et une option qu'on regarde fort, mais je pense qui est tout à fait compatible avec c'est en fait un système de délégation de pouvoir dans lequel finalement chaque salarié aurait une délégation de pouvoir, là où souvent elles sont limitées à un certain groupe de salariés seniors, mais seulement après peut-être une certaine formation ou une certaine validation dès le premier jour. On attend un petit laps de temps d'adaptation, mais une fois qu'il obtient un peu son pouvoir, alors il devient véritablement owner et là, il engage la société avec ses décisions tout en ayant l'aval, le soutien de toute la structure qui a validé le fait que cette personne était capable d'engager la société. Donc, on ne tombera pas dans ce truc que je trouve un petit peu dangereux aussi, où on met tout le risque sur les salariés et finalement, ça peut mener à des comportements un peu… ça peut créer des stress et finalement, ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus. On veut que tout le monde se sente soutenu dans sa prise de risque, en fait. Ok. Bon, j'espère que Thomas, ça répond à ta question. Et il y a Léa, entre-temps, qui a précisé un peu la sienne, qui nous demande si tu as des tips justement pour sensibiliser un peu les équipes à la protection des données perso, par exemple. Ouais, moi, un truc que je trouve qui marche pas mal, c'est de communiquer beaucoup sur les succès et aussi les échecs. Donc, par exemple, quand finalement sensibiliser aux enjeux en faisant ça. Donc, on peut poster des messages un peu avec du storytelling où il y a eu un petit loupé impliquant des données perso. Il faut surtout pas, je pense, communiquer en mode épouvantail, c'est-à-dire agiter des risques qui paraissent très abstraits et très peu probables aux autres métiers. Il faut penser que tout le monde dans la startup est pas risk-averse et voit plutôt la probabilité des choses comme plutôt basse, là où nous, on identifie le risque et on oublie parfois de compléter. Mais leur raconter des histoires, leur montrer des choses en pratique, ça peut vachement aider. En plus de méthodes plus classiques comme des formations asynchrones ou synchrones, etc. Ok. Il y a Aude qui nous posait une question. Salut Aude. Notamment sur l'utilisation d'outils US alors que le Privacy Shield a été invalidé. Comment vous vous positionnez là-dessus chez Alan? Ça, vraiment, pareil que tout le monde, hein. On est dans la même galère sur ces sujets-là que n'importe qui. Nous, on a vraiment à cœur de protéger les données de nos membres. On traite des données de plus en plus, disons, privées, dans le sens auquel nos membres tiennent de plus en plus au fur et à mesure qu'on devient réellement un partenaire de santé au-delà de nos services d'assurance. Et donc, on s'engage à plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, que les données de santé de nos membres sont traitées en Europe. Donc, on a, comme tout le monde, activé les options chez nos hébergeurs pour que ça puisse se faire. On met aussi des moyens importants dans la protection des données de santé. On met en œuvre, par exemple, le cryptage de bout en bout pour les conversations entre nos membres et les médecins. Donc, on fait tout ce qu'il faut. Voilà. Après, sur d'autres outils, pour l'instant, on utilise des clauses contractuelles type quand le meilleur outil reste américain et qu'on n'a pas de raison business forte de vraiment rapatrier les données vers la France. Mais c'est sûr que c'est un sujet auquel on est super sensible, super attentif. Et d'ailleurs, on a communiqué là-dessus
sur notre choix d'hébergement avec AWS, qui est un Américain. Ouais, j'ai vu. Ouais, et je pense que justement, nous, on est vraiment aussi pro-transparence dans ce genre de choses, y compris pour trouver des solutions viables qui soient à la fois protectrices des intérêts des personnes concernées et faisables pour le business. Ok. Et, On a pratiquement… Ah, pardon, j'avais deux questions, je vas-y, pense, Pierre. hyper rapides qui ont été posées. Je te les pose en boucle. Un, l'assurance Alan pour le particulier, est-ce que c'est pour bientôt? Manifestement, tu as convaincu, super commercial aussi, Marion. Et deux, maintenant que tu es en start-up, penses-tu pouvoir être en mesure de repartir sur une position juridique standard pour finir avec les questions avec ces deux-là? Ouais, super intéressant. Sur l'offre pour les individus, déjà pour les professions libérales, c'est possible aujourd'hui d'être membre Alan. On a aussi des produits complémentaires santé qu'on peut souscrire en plus de sa mutuelle existante pour des salariés. Et donc, on a une solution à peu près pour tout le monde aujourd'hui sur Alan. Et sur ta question, est-ce que j'envisage de retourner vers un métier juridique plus traditionnel? Aujourd'hui, non, j'ai absolument pas fait le tour de tout ce que j'ai à apprendre et à créer aussi. C'est vraiment un poste dans lequel moi, je me sens très épanouie aujourd'hui. C'est une échelle de croissance aussi qui me promet d'apprendre beaucoup encore. Je pense qu'un des gros enjeux du premier juriste en start-up, c'est d'arriver aussi personnellement à scaler avec la société que j'accompagne. Ça, c'est un énorme challenge. Je pense que c'est vraiment l'objectif des prochaines années pour moi. Donc, pour l'instant, non. En revanche, un truc sur lequel j'essaie vraiment de sensibiliser fort, c'est que tout passage par une start-up nous rend forcément meilleurs juristes derrière. Et notamment pour les élèves avocats, j'aimerais vraiment beaucoup que les stages en start-up soient mieux valorisés comme PPI dans les études, enfin le cursus EFB, parce que je pense réellement que moi-même, j'avais un peu l'intuition de ça quand j'étais avocate, mais on aurait tous été 100 fois meilleurs et on aurait mieux compris les demandes de nos clients, on aurait été tellement plus pragmatique, il y aurait un boulevard il y a un intérêt certain pour moi de passer par là pour acquérir ce pragmatisme, abandonner un peu le perfectionnisme et ensuite devenir avocat. Je pense que les clients en seraient éternellement reconnaissants. Ok, bon, le message est passé. D'ailleurs, je crois que tu recrutes en ce moment dans l'équipe juridique chez Alan. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça parce qu'il y a des postes intéressants. Merci, Marion. On a dépassé un peu, franchement. On aurait bien aimé dépasser plus. C'était génial. On a eu plein de questions. Merci à tous les auditeurs aussi. On est ensemble jusque la fin d'année, au moins jusqu'au 17 décembre. Si vous voulez regarder les prochains talks, vous pouvez aller sur la page donc, qui s'appelle club-sandwich.legal. Il y a tous nos events. On a fait aussi une page LinkedIn pour vous permettre de suivre tout ça. On va communiquer dessus. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette page LinkedIn pour voir tous les events qui vont sortir. Et puis, pour annoncer le prochain talk de jeudi, on aura la chance d'avoir Catherine Brel, donc, qui est Deputy General Counsel chez Groupe Renault et qui, elle, est aussi passée par des boîtes tech, pour le coup des géants de la tech. Hein. Elle est passée par Amazon, par Yahoo, voilà, par des grosses structures comme ça, par eBay également. Et maintenant, elle est dans l'industrie automobile, donc elle va nous raconter un petit peu son parcours. Voilà, donc soyez nombreux. Jeudi, on vous retrouvera en grande forme. Eh ben, c'est super. Allez, à jeudi. Merci, Marion. À jeudi. Merci à vous. See what it's like living